Bonjour à tous et à toutes. Une semaine plus tard, ou 10 secondes à peine après la fin de la dernière prise, tout dépend du référentiel dans lequel on se place, le mien ou le vôtre, je vais reprendre avec ma casquette la présentation des livres qui sont importants pour ma thèse, avec lecture d'extraits, petits commentaires plus ou moins développés. Et je vais commencer avec un livre qui a souffert, vraiment beaucoup souffert. C'est publié chez Herman, qui fait du print on demand, mais d'une qualité vraiment mauvaise. Alors ça a des avantages écologiques, le print on demand, mais on pourrait quand même mettre du papier correct, parce que là c'est catastrophique. Donc c'est un bouquin écrit par mon directeur de thèse et publié en 2017 pour une poétique numérique. Sachant que mes recherches se situent un petit peu dans ce sillage-là de poétique numérique. Voilà. Et en fait, je vais vous lire juste tout simplement le début de l'introduction, parce que cette introduction, elle est bien écrite et elle est dynamique, et tout de suite, elle parle de ce qu'on fabrique en ligne tous les jours. Donc c'est cool. Et l'introduction est sous-titrée Écran 20. Il est bien des façons pour un écrivain d'être présent sur Internet. Certains, les plus nombreux encore, n'envisagent le réseau que comme une belle vitrine, capable de donner une visibilité accrue à leurs publications sur support papier. Ceux-là se contenteront de laisser leur éditeur rédiger une fiche biographique, agrémentée d'une consistante revue de presse pour chacun de leurs ouvrages. La vidéo, comme sur le site des éditions POL, pourra contribuer, par la diffusion d'entretiens, à susciter une proximité nouvelle avec l'auteur, sommé ou soucieux d'éclairer le propos de sa récente publication. Effectivement, la chaîne YouTube de Jean-Paul Hirsch regorge d'entretiens avec des écrivains publiés dans la maison, ce qui permet sur le site de la maison d'édition d'avoir des notices auteurs avec cet apport de la vidéo. Quelques-uns consentiront à participer à un site ou à un blog, mais dont l'orientation demeurera sans ambiguïté la promotion de l'œuvre papier. Dans ce cas, l'outil numérique contribue certes à la reconnaissance d'une œuvre, mais au prix d'une instrumentalisation qui en réduit la portée à sa capacité communicationnelle. L'auteur se montrera d'ailleurs souvent plus sensible à d'autres instances de légitimation symbolique, préférant citer sur son blog même tel article du Monde des livres ou de toute autre source papier, qu'un billet de blog ou un post Facebook fût-il élogieux à son endroit. Ça me fait rire parce que un truc qui est significatif à cet égard, c'est que j'ai parlé sur mon compte Twitter de tonnes et de tonnes de bouquins. Et bon, qui cite un tweet Twitter, quoi? Quel éditeur ferait ça? Je crois que le seul éditeur qui ait jamais fait ça, c'est Publi.net, qui est un éditeur d'écriture web. C'est très significatif en termes de quelle valeur symbolique on donne à quel type de lieu critique. On peut aisément paraphraser Barthes pour postuler que ces écrivains, qui ne se constituent pas comme tels par leur présence numérique et qui emploient Internet comme simple outil de médiation, renouent avec les écrivains, eux qui posent une fin, témoigner, expliquer, enseigner, dont la parole, ici le discours en ligne, n'est qu'un moyen. Pour eux, la parole supporte un faire, elle ne le constitue pas. D'autres assument en revanche, alors d'autres écrivains, pas ceux qui utilisent le web comme une vitrine, un outil de promotion. Donc d'autres assument en revanche un engagement constructif dans le paysage numérique, non pas tel qu'il s'installe et s'ancre de plus en plus profondément, mais bien plutôt tel qu'il se redéfinit et se redéploie au jour le jour. Absorbé dans un comment écrire sur le web et en cela pleinement écrivain, selon la distinction barthésienne qu'on vient de citer là, il brouille volontiers les frontières habituelles entre professionnels et amateurs, bénéficiant des facilités d'édition et de publication offertes par les nombreuses plateformes numériques disponibles. J'aurais donc besoin ici de forger une notion tierce et appellerai dans ces pages écran 20 l'auteur qui ne se contentera pas d'une représentation et d'une médiation de soi grâce aux technologies numériques, mais qui les investira comme un véritable environnement doté de ses contraintes et potentialités spécifiques. Qu'il soit doté d'une œuvre papier antérieure ou non,
Qu'il poursuive parallèlement ces deux modes de publication ou qu'il accorde le primat au web, l'écran 20 éprouve l'écriture sur Internet comme une pratique créatrice multi-support ou transmédiatique. Blogs, sites, réseaux sociaux, forums et chats, plateformes d'échange d'images, chaînes YouTube, multimédia, du texte bien sûr, mais également des images fixes ou animées, du son, et hypertextuel, un réseau d'hyperliens venant détisser la linéarité de la lecture de ces productions. Postuler l'existence d'une écriture web, c'est reconnaître que l'environnement numérique, lorsqu'il est choisi comme espace originel de publication, informe et détermine en partie la poétique du texte produit. La notion d'affordance postule une telle importance du support et de ses spécificités techniques qu'un auteur comme Laurent Margantin explicite lorsqu'il réfléchit à l'éventuelle spécificité d'une écriture web. Citation. Le blog est pour moi premier, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu le livre et ensuite une présence ou activité sur le web, car je n'avais pas publié de livre papier à l'époque. Le blog est premier veut dire aussi que les textes qui y sont donnés à lire ne sont pas destinés initialement à devenir des livres. Ils sont écrits pour le web, et cela change tout en vérité, puisque l'écriture ne se déploie plus et ne s'articule plus en fonction d'un objet à composer par la suite. Ce qui s'écrit en ligne s'écrit donc en fonction de l'outil web et pas à partir de paramètres extérieurs, qui seraient ceux des éditeurs et des auteurs dits traditionnels. Ça c'est intéressant, par exemple sur le forum que j'ai étudié, on voit très bien la différence entre des textes dont l'horizon c'est le livre papier traditionnel, et donc là on va utiliser le forum un peu comme une rampe d'essai, comme on disait l'autre jour avec les Sénacliers. Par exemple, les gens qui écrivent des romans, avec un chapitrage qui ne correspond pas forcément à la granularité du topic, à la segmentation en différents postes. Bon là, on voit l'horizon, c'est le livre papier. Et a contrario, il y a certains topics d'écrivains sur les forums qui sont très multimédia, qui comportent des pistes audio, qui comportent des liens, des spoilers, des smileys, enfin bref, qui sont écrits pour le support forum. Et on peut aussi écrire pour Twitter, avec la limitation de caractères. On peut penser à tous les gens qui écrivaient des petits haïkus, par exemple, sur Twitter. Enfin bref, voilà. Donc la radicalité d'une telle position, celle de Margantin, pourrait laisser croire à un tournant technologique qui constituerait la contribution de la littérature contemporaine à la fameuse révolution numérique présentée et vendue à l'envi comme une troisième révolution industrielle liée au développement de ces nouvelles technologies de l'information et de la communication, les TIS. En réalité, les œuvres littéraires nativement numériques poursuivent un dialogue constitutif de ce champ avec l'ensemble du corpus littéraire, non seulement actuel, mais inscrit dans notre patrimoine culturel. Et oui, on n'est pas juste genre des révolutionnaires du texte qui faisons comme si la littérature antérieure n'existait pas. On va écrire des journaux, on va écrire des récits, des fictions, de la poésie numérique. Et tout ça, c'est ancré dans cet héritage et ça s'en revendique. Donc bien des œuvres qui donneront lieu dans ce livre à des analyses se bâtissent en écho à des écrits étrangers au numérique, que ce soit pour des raisons historiques, en diachronie, ou esthétiques voire idéologiques en synchronie. En dotant son œuvre de contenu nativement numérique, l'écran 20 provoque en effet, non tant comme on se plaît trop souvent à l'affirmer, parfois avec quelques tremblements dans la voix, une tabula rasa numérique, qu'un retravail de forme et de genre. La littérature web est une littérature hybride. L'appréhender nécessitera d'ailleurs la reprise et la modification de notions et d'appellations reçues. C'est bien dans cette tension entre conscience des spécificités en termes de poétique des textes produits, de la nature du support, et reconnaissance de phénomènes de continuité esthétique, là on retrouve rupture-continuité qu'on avait vu chez Milad Douei, de l'ordre souvent du tuilage, que doivent s'appréhender les enjeux d'une littérature web. Mieux que dans quelques perspectives millénaristes ou apocalyptiques. Genre la mort de la littérature, typiquement. Donc ensuite, justement, on parle de Milad Douei. Et on rentre plus dans le vif du sujet, donc je vais m'arrêter là. Pour passer à la suite. Alors un bouquin de Jean-François Jandillou qui s'appelle Esthétique de la mystification, tactique et stratégie littéraire, qui pour moi a été très utile. Alors en fait, il est publié aux éditions de Minuit. Ah non, il n'est pas publié dans la collection
poétique, qui est une collection de je sais plus trop quelle maison d'édition. Alors, Jean-François Jandiou, il a travaillé sur les mystifications littéraires, les hétéronymes et tout ça. C'est-à-dire, dans l'histoire littéraire, on a tout un corpus, à peu près à toutes les époques, d'auteurs fictifs. D'auteurs qui sont créés par d'autres auteurs. Donc des supercheries. Et en fait, ce qu'il va montrer dans ce bouquin, et qui est super intéressant, c'est que pour ces auteurs-là, on ne peut pas étudier leurs textes comme on le ferait, par exemple, on dit je vais étudier l'œuvre de Baudelaire, donc je vais étudier tous les textes de Baudelaire, trouver des constantes et tout ça. On est obligé de les appréhender dans le champ littéraire comme un espèce de jeu de société qui va engager une pluralité d'acteurs, donc des mystificateurs et des personnes mystifiées et des complices, donc pas mal de gens. Et ça va aussi poser plein de questions en termes d'autorialité, en termes du statut des textes, par exemple un métatexte, par exemple un article journalistique qui va former une biographie, on dit plutôt paratexte d'ailleurs, une biographie de cet écrivain imaginaire va constituer ici une pièce de la supercherie, et pas seulement du paratexte. Donc il plaide vraiment pour une appréhension des supercheries littéraires dans leur globalité. Et j'ai eu beaucoup de mal à sélectionner un extrait pour une raison très simple, c'est que c'est tellement érudit qu'il est tout le temps en train de partir dans tous les sens dans l'érudition, et donc des passages bien synthétiques, il n'y en a pas tellement. Mais il y en a un que je trouvais intéressant quand même. Donc c'est dans le chapitre ambiguïté textuelle, dans le sous-chapitre tableau des écrivains imaginaires, et dans le sous-sous-chapitre délimitation du cadre. Sans nommer spécifiquement le phénomène, Gide avait discerné, 10 ans avant Picard, toutes les composantes et les conséquences historico-littéraires de la supposition d'auteur. Savez-vous ce qui m'amuserait... Alors là, on cite Gide. Savez-vous ce qui m'amuserait follement, j'y ai pensé depuis longtemps, ce serait d'inventer de toutes pièces un auteur étranger. Biographie, œuvre, tout dont on présenterait de soi-disant traductions commentées, qu'on critiquerait même, en indiquant les influences qu'on y retrouve, etc., etc. Ce serait une étonnante manière de critiquer la production contemporaine, et puis, quelle merveilleuse manière de s'évader de soi, de tout ce qui m'entrave malgré tout. Ma position, ce que j'ai dit déjà, etc. Vous voyez ? À l'articulation indispensable... Là, on repasse à Jean Diou. À l'articulation indispensable du paratexte biographique ou exégétique et du texte littéraire attribué à un être irréel, s'ajoute ici l'artifice facultatif de la traduction supposée. On sait que Fabre d'Olivet y eut recours pour les poésies occitaniques, du troubadour, ainsi que Pierre Louys pour les chansons de Bilitis, qu'il fait semblant de traduire du grec ancien. Vian pour les romans noirs de Vernon Sullivan, Queneau pour l'œuvre romanesque de Salimara, ou encore Jules Romain pour les interviews avec Dieu de J.W.X. Mais Gide lui-même en fit l'économie lorsqu'il publia en 1891 les cahiers d'André Walter. Il est vrai que le topos du posthumat, tout en contribuant à la supercherie, ne revêtait pas là une dimension proprement mystificatrice. On n'en dira pas autant de l'étonnante manière de critiquer la production contemporaine envisagée près d'un demi-siècle plus tard. Ainsi conçue, la supposition se dote d'une vertu de critique littéraire en action, comparable à celle que Proust reconnaissait au pastiche. En l'occurrence, l'imitation ne concerne pas le style d'un auteur précis, mais les tendances communes d'une écriture saisie dans sa globalité synchronique. Les œuvres de l'auteur supposé correspondraient alors à une sorte de pastiche collectif, sa personnalité pouvant elle-même, le cas échéant, être forgée à partir d'un modèle synthétique. Comme dans les poèmes d'Adoré Floupette, qui étaient... ça s'appelle... Oui, Les déliquescences d'Adoré Floupette, qui est publié à la fin du XIXe siècle. En fait, c'est créé par deux écrivains qui veulent se moquer des symbolistes. Et en fait, ça a été un espèce de gros succès. Enfin, ça a été pris très au premier degré. Et donc, pourquoi, du coup, je parle de ce bouquin ? Parce que sur les forums d'écriture que j'étudie, il y a énormément d'hétéronymes. C'est tellement simple, techniquement, de créer un avatar,
de créer en fait un membre de forum. Sur les autres forums, on appellerait juste ça des doubles comptes. Quelqu'un qui a plusieurs identités distinctes. Et donc, il peut y avoir mystification. La personne fait croire que ce sont des gens distincts, ou ça peut être assumé. Genre, je me connecte sous plusieurs identités, selon mon humeur, selon le jour de la semaine, ou selon un autre critère, peu importe lequel. Bref, sur le forum, c'est une pratique courante, et j'ai envie de dire que sur Internet, c'est une pratique courante. Vous avez des tas de gens qui ont plusieurs comptes sur Twitter, un privé, un public, par exemple. Ou plusieurs comptes sur Facebook, ou plusieurs blogs, enfin bref, peu importe, plusieurs identités numériques distinctes, qu'elles soient présentées comme appartenant à une même personne, ou à plusieurs, qu'il y en ait une qui soit plus visiblement rattachée à la personne in real life, et les autres moins, enfin peu importe. Donc en bref, la configuration du numérique et l'éditorialisation de l'identité qui passe par des signes, avatar, pseudonyme et traces numériques, rend très 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 facile techniquement d'inventer des hétéronymes. Genre pour Pierre Louys, inventer Bilitis, c'était compliqué. Il fallait trouver un éditeur un peu complice. Ou le mystifier, mais bon voilà, fallait trouver un éditeur qui veuille bien publier les chansons de Bilitis. Enfin, c'était long, c'était fastidieux. Il y a peu d'écrivains qui ont beaucoup d'hétéronymes, à part Pessoa, bien sûr. Ou aujourd'hui Volodine, mais alors là, c'est l'œuvre d'une vie, en fait, hein, si on veut commencer à avoir 15 hétéronymes, et comme Volodine, que chacun publie dans une maison d'édition différente, et qui ait des textes qui soient plus paratextuels ou manifestaires. Enfin, en tout cas, Internet, ça facilite grandement ça. Il y a des tonnes d'écrivains numériques qui ont des hétéronymes, que ce soit dans le cadre d'une mystification ou non, ça dépend. Et du coup, pour moi, c'était un bouquin un peu sérieux, compact, parfois un peu austère d'ailleurs, mais qui permettait d'avoir une appréhension fine du phénomène, parce qu'après il y a plein de sous-distinctions conceptuelles, parce que le plagiat et tout ça. Et quand il parle du posthume par exemple, du posthumat, c'est hyper intéressant parce que autrefois, donc avant le numérique, les écrivains passaient beaucoup par le posthumat, en mode j'ai retrouvé les textes d'un écrivain mort dans une malle. Donc en fait, l'écrivain hétéronyme, fictif, n'était plus vivant au moment où on publiait ses textes. Alors que là, sur Internet, que ce soit sur les forums ou ailleurs, les écrivains hétéronymes peuvent s'énoncer en première personne, peuvent s'énoncer totalement au présent, et leur existence est indiscernable de celle des écrivains pas réels, mais enfin bon bref, quoi, un alter ego physique. Parce que les traces numériques sont indiscernables. Voilà. Bon, passons à Jean-Paul Fourmentreau, avec l'œuvre virale Net Art et Culture Hacker. Ce qui est intéressant, alors Jean-Paul Fourmentreau n'a pas vraiment travaillé sur la littérature numérique, mais sur le net art. Cependant, les frontières génériques dans le monde contemporain sont très poreuses. Souvent, ces frontières se fondent plus sur l'autodétermination des artistes qui vont vous dire je fais de la poésie numérique ou alors je fais du cinéma. Vous êtes là, mais c'est la même chose. Mais voilà. L'affirmation des artistes et puis les filiations revendiquées. Donc là, ce qui est dit du net art, ça pourrait à peu près s'appliquer mot pour mot souvent à l'écriture numérique. Et je vais vous lire un petit bout le début du chapitre 6, Copyright versus Copyleft. Et donc là aussi, c'est sur la notion d'octorialité là qu'on vient de voir en fait avec Jean-François Jean-Diou. Là, vous voyez avec Jean-Diou en fait une octorialité complètement diffractée. Donc, depuis le milieu des années 90, le net art promeut l'émergence d'œuvres communes, qui bousculent les relations entre art et société et redéfinissent les figures traditionnelles de l'autorité, typiquement la figure auteur. Si l'on se place du côté qui s'apparente le plus à ce que l'on considère habituellement comme le résultat de la production artistique, l'œuvre,
L'identification et l'examen de la pratique NetArt révèlent en effet un glissement des notions d'auteur et d'œuvre de l'art. J'en profite pour un petit commentaire. Ce que nous demandait de faire Milad Douei, c'était précisément ça, faire attention au glissement des concepts culturels. Donc ici, auteur, œuvre de l'art, ok, c'est ce que me disait, c'est une démarche d'humaniste numérique en fait, mise en place par Fourmentrol. Construite collectivement et en réseau, l'œuvre NetArt ne correspond plus au concept initial d'objet achevé, mais se déploie en un dispositif collectif ouvert et interactif. Les créations sur le web sollicitent en effet toutes les formes de collaboration comme condition première de leur actualisation. Elles sont donc interactives par définition. Ce sont des procédures dynamiques, évolutives pour la plupart d'entre elles. Elles sont aussi inachevées par principe. Elles croisent l'instantané, le temps réel et le long terme, la sédimentation dans le temps. Et elles sont collectives par ambition, elles exploitent les ressources du réseau et déjouent les modes d'appropriation symbolique. Alors si vous êtes douteux, je vais vous donner un exemple. Le RPG textuel. Ça correspond aux 3 entrées. Le RPG textuel, alors le roleplay textuel, j'ai déjà donné la définition dans une autre vidéo, je vais partir du principe que vous maîtrisez très bien tout ce que j'ai dit parce que j'ai pas le temps de le réexpliquer. Le RPG, c'est interactif par définition. Vous avez plusieurs auteurs qui vont interagir entre eux, qui vont faire attention à ce que les autres écrivent pour pouvoir écrire à leur tour, en réponse. C'est inachevé par principe. Vous n'avez pas une fin à un RPG. Ça croise donc le temps réel et le long terme, parce que vous allez pouvoir être connecté en même temps que d'autres joueurs et écrire en même temps qu'eux, mais vous allez aussi vous référer à l'archive. Et collectif par ambition, ça on l'a déjà dit, c'est collectif, voilà. Donc le RPG textuel. Sur le forum que j'étudie, il y avait par exemple l'aventure de Babel qui fonctionnait un peu comme ça, et il y a des tonnes d'œuvres qui sont interactives, inachevées, collectives. Donc oui, il faut faire attention à ce que les autres disent, on n'écrit pas tout seul dans son petit précaré, on écrit avec les autres. Et ça peut être ça sur un atelier d'écriture en ligne, mais ça ce serait peut-être entre guillemets le degré 0, parce que dans l'atelier d'écriture on n'est pas forcément obligé d'écrire ensemble, même s'il y a une dynamique de groupe et des influences entre les gens. Mais vraiment, par exemple, vous postez, quelqu'un poste après vous, quelqu'un reposte après vous, etc. Ça, sur les forums, il y a ça tout le temps. Alors, les œuvres qui résultent de ce genre de procédures sont multiformes, avec des environnements navigables, des programmes exécutables, des formes altérables. Et vont parfois jusqu'à inclure une possibilité d'apport ou de transformation du matériau artistique initial. Le travail artistique ne revient plus seulement à produire des images, mais également à proposer les cadres qui permettront de les voir et de les lire. Ça, c'est hyper intéressant. Par exemple, quand on avait conçu l'activité littéraire Babel, il y avait une activité de création. Avant même que les membres commencent à écrire dans l'espèce de RPG Babel, c'était créer en fait le cadre, créer l'architecture dans le forum qui permettait aux gens de s'insérer, créer les règles du jeu, créer quelques comptes qui étaient des sortes de bots mais qui n'étaient pas automatisés. Enfin voilà. La présentation de l'œuvre faisant plus que jamais ici partie intégrante de l'acte créatif. Bon, je vais m'arrêter là. Ce qu'il dit aussi sur l'octorialité, mais là c'était vraiment trop long à lire, c'est que souvent en ligne les œuvres ont plusieurs origines octoriales, parce que par exemple si vous êtes littératubeur, vous dépendez de plein d'autres auteurs, vous dépendez des auteurs qui ont conçu YouTube, des gens qui ont conçu votre petite caméra, votre logiciel de montage, donc ça c'est les architectes comme on l'a déjà vu. Et puis ensuite, vous allez rentrer en relation avec le réseau des autres youtubeurs, parmi lesquels des autres littératubeurs, et les formes, bon ça c'est plus de l'intertextualité pour le coup, mais bon voilà. Et surtout avec vos commentateurs. Parce qu'en fait une vidéo elle est jamais toute seule comme ça, sauf si vraiment personne l'a vue, personne l'a liké, personne l'a disliké ou commenté. Mais vous avez une interaction entre la vidéo et ses commentaires
qui est un peu hiérarchique quand même sur YouTube, mais bon voilà. Alors, je passe au dernier livre important, Les règles de l'art de Bourdieu. Alors j'adore ce livre, c'est pour moi un livre hyper important. Bourdieu, c'est un peu une mine parce qu'en fait, voilà, il décrit comment fonctionne le champ littéraire et ça a changé bien sûr en partie, mais bon. Et je savais pas trop quoi lire, du coup j'ai pris le nomos et la question des limites. Écoutez bien. Les luttes internes, donc internes au champ littéraire, notamment celles qui opposent les tenants de l'art pur aux tenants de l'art bourgeois ou commercial, donc édition de minuit versus Marc Lévy et consorts, par exemple, pour schématiser. Donc ces luttes internes, et qui conduisent les premiers à refuser au second le nom même d'écrivain, genre un écrivain de minuit qui dirait non, Marc Lévy c'est pas un écrivain, prennent inévitablement la forme de conflits de définition au sens propre du terme. Chacun vise à imposer les limites du champ les plus favorables à ses intérêts, ou ce qui revient au même, la définition des conditions de l'appartenance véritable au champ, ou des titres donnant droit au statut d'écrivain, d'artiste ou de savant, qui est la mieux faite pour le justifier d'exister comme il existe. Par exemple, mettons que quelqu'un qui serait fan de l'uncreative writing dirait des poètes lyriques, non, ça, dans le monde contemporain, c'est plus un écrivain, un poète lyrique. Et vice-versa, d'ailleurs. Ainsi, lorsque les défenseurs de la définition la plus pure, la plus rigoriste et la plus étroite de l'appartenance disent d'un certain nombre d'écrivains que ce ne sont pas réellement des écrivains, ou que ce ne sont pas des écrivains véritables, ils leur refusent l'existence en tant qu'écrivains, c'est-à-dire du point de vue qu'en tant qu'écrivains vrais, ils veulent imposer dans le champ comme le point de vue légitime sur le champ, la loi fondamentale du champ, le principe de vision et de division, le nomos, qui définit le champ artistique, en tant que tel, c'est-à-dire comme lieu de l'art en tant qu'art. Se voir en tant que, selon l'expression de Wittgenstein, que les artistes purs cherchent à imposer contre la vision ordinaire n'est pas autre chose, au moins en ce cas, que le point de vue fondateur par lequel le champ se constitue comme tel et qui, à ce titre, définit le droit d'entrer dans le champ, que nul n'entre ici s'il n'est pas doté d'un point de vue qui concorde ou coïncide avec le point de vue fondateur du champ. Typiquement, ce serait par exemple des tenants, des éditeurs de grandes maisons d'édition et des grands pontes universitaires et tout ça qui diraient « Haha, vous qui bricolez sur vos blogs et sur vos chaînes YouTube, vous n'êtes pas des écrivains ». C'est des choses qui se retournent vite, hein. Et qui s'affrontent dos à dos, mais parfois il faut regarder aussi où va la puissance économique et symbolique. Symbolique, c'est plus compliqué. Donc la définition la plus stricte et la plus restreinte de l'écrivain que nous acceptons aujourd'hui, comme allant de soi, est le produit d'une longue série d'exclusions ou d'excommunications visant à refuser l'existence en tant qu'écrivain digne de ce nom à toutes sortes de producteurs qui pouvaient se vivre comme écrivains au nom d'une définition plus large et plus lâche de la profession. Aujourd'hui, on est peut-être en train de revenir de ça, hein, parce que ça, c'est 93, je crois, 92. Un des enjeux centraux des rivalités littéraires est le monopole de la légitimité littéraire, c'est-à-dire, entre autres choses, le monopole du pouvoir de dire avec autorité qui est autorisé à se dire écrivain, ou même à dire qui est écrivain et qui a autorité pour dire qui est écrivain. Ou si l'on préfère, le monopole du pouvoir de consécration. Il s'ensuit que s'il est vrai universellement que le champ littéraire est le lieu d'une lutte pour la définition de l'écrivain, il reste qu'il n'est pas de définition universelle de l'écrivain, et que l'analyse ne rencontre jamais que des définitions correspondant à un état de la lutte pour l'imposition de la définition légitime de l'écrivain. Par exemple, aujourd'hui, on pourrait avoir des grands débats entre des gens qui disent que les vrais écrivains, ce sont les écrivains qui mettent du politique dans leurs textes, qui parlent du monde contemporain, enfin je sais pas, contre les écrivains d'un autre bord qui seraient beaucoup plus modernistes et qui diraient non, c'est le travail de la forme, sans prise avec le monde réel. Je caricature, ça n'existe pas trop ce genre de débat, ou en tout cas pas de façon si schématique.
Voilà, j'ai fini cette deuxième vidéo de la série qui visait à présenter les livres qui sont importants dans le cadre de ma thèse. Et j'avais envie de faire ça parce que c'est un petit échantillonnage de voix critiques qui toutes permettent très bien de parler des écritures du web. Et comme je sais que quelques personnes qui écrivent sur le web regardent parfois ce vlog, je me dis voilà, ça peut intéresser. Si vous avez des conseils de lecture à me faire, n'hésitez pas. Au revoir!